Coucou, me voilà ici avec vous, avec ce beau soleil que j'ai évidemment relativement diminué sa puissance du soleil sur ce magnifique décor, fond vert, vous voyez le magnifique fond vert, la petite anneau lumineuse qui me fait un peu d'éclairage au niveau du visage, voilà. Voilà, j'ai aussi un peu de lumière de mon petit coin salon, pour vous parler maintenant de la grande partie qui est bien sûr la France Insoumise. Et j'ai tout près de moi, hop, toujours mise de côté pour la prochaine fois, le livre de Jean-Luc Mélenchon de 2022. Voilà. J'ai la version de 2017 qui doit être pas loin, mais bon, voilà. Le principal, c'est celui-là, c'est le dernier, c'est 2022. L'avenir en commun. Donc, on va parler, bien sûr, on va pas parler de l'avenir, on va plutôt parler du passé. On va parler du passé de la France Insoumise, toute l'histoire de ce fameux parti politique que tout le monde apprend à le connaître. La France Insoumise, donc ça, que je vous explique un peu le logo de la France Insoumise. Donc bien sûr vous connaissez l'abréviation LFI ou FI. Ça, et donc cette partie, la France Insoumise est représentée sur le logotype officiel par la lettre grecque Phi. La lettre Phi en grec. Voilà, vous chercherez sur Wikipédia la signification de la lettre Phi, P-H-I, mais on va pas parler du logo, on va parler de ce fameux parti politique français fondé le 10 février 2016. Il place au cœur de son projet l'écosocialisme. Donc bien sûr, en même temps, il est quand même classé à la gauche radicale de l'échiquier politique. Manuel Bompard est donc le coordinateur du mouvement. Il a été donc coordinateur du mouvement de 2017 à 2019. Adrien Quatennens lui succède jusqu'en 2022, date à laquelle Manuel Bompard redevient donc coordinateur. Voilà. Voilà, n'oubliez pas évidemment mon petit badge de la France Insoumise. Mais j'en fais pas partie de la France Insoumise. Je le précise bien. J'ai 39 ans. Je vais avoir 39 ans dans quelques jours. Donc, voilà, je suis libre. J'ai aucun attache politique. Voilà. Même si j'ai acheté le bouquin de Jean-Luc. Mais je m'intéresse un peu à son parti politique. Voilà, je regarde régulièrement les longues vidéos de ce parti politique. Alors, donc tout commence, LFI se présente donc à l'élection présidentielle de 2017. La candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui, à l'issue du premier tour, arrive en 4e position quand même. 4e, voilà, je le mets de ce côté, parce que c'est un côté où il n'y a pas grand-chose. 4e. 4e donc pour le premier tour avec 19,58%, voilà, quasiment 20%, hein, on va faire des arrondis. 20% des suffrages exprimés à l'issue du second tour des élections législatives de 2017. C'est une nouvelle phrase. À l'issue du second tour des législatives de 2017, la France Insoumise forme un groupe. La France Insoumise. Voilà, les Insoumis, France Insoumise, voilà. La France Insoumise de 17 députés à l'Assemblée nationale. Voilà. Et donc à l'Assemblée nationale, monsieur, avec donc à sa tête Mathilde Panot, que je vous ai déjà présenté dans une vidéo sur les femmes politiques. En tant que présidente donc de ce groupe parlementaire à l'Assemblée. Alors, LFI, la France Insoumise, soutient à nouveau la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2022.
lequel réalise le score le plus élevé de ces 3 candidatures. Voilà, donc là j'arrondis à 22%. Hein, voilà, 22% des voix. Et il arrive largement en tête de la gauche, mais bien sûr avec un échec, avec ce fameux échec à accéder au second tour, terminant en 3e position, évidemment derrière Manu et Marine. Alors, pour les élections législatives, le parti, donc, s'allie avec d'autres partis de gauche pour former la NUPES. Mais là, je parle que de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Donc, la fameuse coalition qui obtient 151 députés, dont, voilà, les 75 de LFI, de la France insoumise. Donc, le parti de Jean-Luc Mélenchon a quand même, voilà, sur les 151, il y en a 75 qui soutient beaucoup Mélenchon. Voilà, donc LFI, je vous rappelle, la NUP, c'est donc LFI, les 75 LFI, plus quelques-uns d'écolos, quelques-uns des socialos, quelques-uns de la génération S. Voilà. En fait, l'histoire commence comme ceci. Le mouvement est lancé publiquement le 10 février 2016. Jean-Luc Mélenchon annonce au journal télévisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2017 et déclare, écoutez bien cette phrase, « Je veux représenter et incarner la France insoumise et fière de l'être, celle qui n'a pas de muselière ni de laisse. » Image d'un petit chien. Même d'un gros chien pour Jean-Luc Mélenchon. Donc il n'a pas de, de muselière et de laisse. Alors que son objectif est l'intérêt général humain et que le changement climatique est commencé. C'est maintenant qu'il faut changer la façon de produire, d'échanger, de consommer. Comme le fameux Bernie Sanders américain. Donc il ouvre une plateforme internet, un outil numérique avec lequel il espère mener une révolution citoyenne. Hors du cadre des partis, il écrit sur son blog, je suis nul en imitation, donc je vais juste lire tel quel, « Je lance un mouvement citoyen pour nous permettre d'agir collectivement sans affiliation obligée à un parti politique. » Alors, le premier rassemblement du mouvement, place Stalingrad, en juin 2016, sous forme d'un défilé auquel auraient participé 10 000 personnes, selon les organisateurs bien sûr. 2 mois plus tard, bam, deuxième rassemblement, dans les jardins de l'Observatoire de Toulouse. Bon, comme c'est l'été, bien sûr, ils ont fait ça à l'air libre, à l'extérieur, en plein air, à Toulouse, sur les jardins de l'Observatoire de Toulouse. Voilà, le programme donc que j'ai là, enfin, est-ce que j'ai l'autre version? La version numéro 1, version 2017, voilà, la version 2017 elle est là. Voilà, en même temps je les mets comme ça pour ne pas perdre les pages. Voilà, l'avenir en commun. Ce programme, l'avenir en commun, est adopté le 15 et 16 octobre 2016 lors d'une convention, je le mets de l'autre côté, convention rassemblant près de 1000 personnes, dont les 2 tiers sont tirés au sort. À Saint-André-les-Lille. Lors de cette convention, plusieurs personnalités sont intervenues sur le thème de la finance. Jérôme Kerviel, ancien trader de la Société Générale, Antoine Deltour, lanceur d'alerte du scandale LuxLeaks, Paul Ariès, politologue, Aminata Traoré, ancienne ministre malienne de la culture, c'est rien de le dire, et Zoé Constantopoulou, voilà, ex-présidente du Parlement grec. Et derrière moi, parce que là j'imagine très bien que derrière, bien sûr, j'ai décidé de mettre une image qui représente un peu
le symbole grec phi, en mettant évidemment voilà, une image qui représente la Grèce. Voilà. Donc voilà, c'était donc l'histoire du programme de l'avenir en commun. Mais le 13 mai 2017, à Villejuif, en banlieue parisienne, la nouvelle convention du mouvement qui réunit plus de 500 candidats aux élections législatives françaises de 2017. Ça me bizarrement le chapitre. Voilà, donc on récapitule. France Insoumise. Coordinateur Manuel Bompard. Fondation 10 février 2016. Le siège est à Paris, avec Jean-Luc Mélenchon comme fondateur. La législation date du 23 janvier 2017. Ils ont 2 journaux, l'Insoumission Hebdo et le journal de l'Insoumission. Toujours avec le mot insoumis comme racine. Mouvement de la jeunesse, ce sont les jeunes insoumis ou insoumises. Positionnement donc gauche radicale, voire même jusqu'à l'extrême gauche, avec des idéologies d'écosocialisme, socialisme démocratique, antilibéralisme, altermondialisme, populisme de gauche, protectionnisme, euroscepticisme. Ça, c'est tout, bien sûr, à chercher sur Wikipédia pour les définitions. Voilà, avec bien sûr un fort courant souverainisme. Affiliation au niveau national, évidemment, avec la NUP, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Évidemment, affiliation européenne en Maintenant le Peuple. Voilà, l'affiliation européenne, donc avec le mouvement Maintenant le Peuple. Voilà. Des adhérents, environ 370 000 revendiqués en février 2023. Voilà, les couleurs, bien sûr, des espèces de dégradés d'ocre rouge et ocre violet. Voilà, et donc bien sûr le site internet, je vous rappelle, lafranceinsoumise.fr, c'est tout simplement fastoche à se rappeler. Pour les présidents de groupe, bien sûr, je parle de Malik Panot pour la France Insoumise, Manon Aubry et Martin Schirdewan. Voilà, donc à vous de voir. Mais en sachant que pour la France Insoumise, donc, ils ont donc 74 députés, 5 eurodéputés, députés européens, et 27 conseillers régionaux. Voilà. Donc il y a la petite partie de l'association, mais on ne va pas parler de l'association, on va parler politique pure et dure. Donc tout commence d'abord par la campagne présidentielle 2017. Avec Emmanuel Bompard, secrétaire national du parti de gauche, avec le porte-parole Alexis Corbière, que tout le monde connaît, ancien conseiller de Paris, secrétaire national du PG, donc avec comme coordinateur du projet Charlotte Girard, maîtresse de conférence en droit public à l'université Paris-Nanterre, l'économiste Jacques Généreux, non, ça n'a aucun rapport avec Jean-Marc Généreux, Danse avec les stars, le Québécois, et ça, j'achète, voilà, sur TF1, et maintenant qu'il est sur France 2, je sais pas où est-ce qu'il est maintenant. Allez, Jacques Généreux, maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris et membre collectif des économistes atterrés. Les économistes, ils sont atterrés. Mais bon, enfin bref, pour la campagne de 2017, la France Insoumise s'inspire et se réfère du parti espagnol Podemos. Si. Et la révolution citoyenne menée par le président équatorien Rafael Correa. Si. L'Équateur. Et il s'inspire également de la candidature de Bernie Sanders aux primaires présidentielles du Parti démocrate américain de 2016.
Bon, on passe tout le déroulé. Voilà, c'est tout un déroulé. Attends que je regarde. Ta 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 ta. Voilà, on va essayer de la faire courte parce que bien sûr je vais parler donc de la France insoumise. Et ensuite, si j'ai le temps, rapidement, la NUP. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme allié lors de la campagne présidentielle? Je vais pas vous en parler, non. Dissidents d'Europe Écologie Les Verts, non plus. Voilà, voilà, voilà. Ok, d'accord. Si vous voulez si vous voulez en savoir plus, tu vois, ça parle d'une certaine Pamela Anderson, motivée l'actrice pour le soutien de la cause animale portée par le mouvement et la possibilité offerte à Julian Assange et Edward Snowden d'être accueillis en France en cas d'élection de Jean-Luc Mélenchon, appelait également les Français à voter pour le candidat du mouvement. Voilà, Pamela Anderson, Alerte à Malibu, elle a fait une petite scène dans le film dans le film de la bande à Fifi. Dans quel film? Dans le film de Nicky Larson, de Craint Person. Voilà, bon, alors. Nicky Larson, bien sûr, le film est avec également Didier Bourdon, un ancien des Inconnus. Bon, voilà. Bon. Donc, Pamela Anderson, les acteurs Danny Glover, Mark Ruffalo et Oliver Stone, la philosophe Nancy Fraser, le linguistique et critique des médias Noam Chomsky, ainsi que le dramaturge Eve Ensler ont également lancé en commun une pétition appelant le peuple français à ne pas répéter ce que les Américains ont connu en 2016. Hein, voilà. La tragédie Clinton contre Donald Trump. C'est-à-dire, c'est de ne pas avoir à choisir entre le corporalisme libéral de l'establishment, donc Emmanuel Macron et François Fillon, et le populisme de la droite xénophobe incarné par Marine Le Pen. Voilà, voilà, blablabla, blablabla. Un collectif de personnes ayant organisé la campagne de Bernie Sanders lors des primaires présidentielles, le Parti démocrate américain de 2016 publie une tribune dans le journal Le Monde pour appeler à voter en sa faveur tout en dénonçant les attaques dont les deux hommes ont été victimes. Le chanteur Nilda Fernandez, eh oui, le chanteur Nilda Fernandez participe à la marche pour la 6ème République le 18 mars 2017, rappelez-vous. Il a quand même interprété quelques chansons après les discours, bien sûr. Nilda Fernandez. Ben, vous pouvez chercher ça sur Wikipédia, bien sûr, Nilda Fernandez. Voilà, après, t'as quoi d'autre? Ouais, t'as de nombreuses personnalités qui ont publiquement soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle, parmi lesquelles il y a la chanteuse Juliette, il y a Yvan Bolloc, Anémone, Gérard Miller, Gérald Dahan, l'imitateur, bien sûr, Isabelle Bergot, une grosse tête, Jacques Weber, Carole Bouquet, Bernard Lavillier, un grand chanteur Bernard Lavillier. Qu'est-ce qu'on a aussi? Richard Bouranger, Romain de Bouranger, donc le père et sa fille, Édouard Baird, Jean-Pierre Daroussin, grand acteur, Michel Fugain, ah oui, le Big Bazar. Mais oui, c'est un nouveau, c'est un nouveau roman, c'est une belle histoire. Bon, voilà, mais bon, il chante aussi, c'est la fête, pour Fugain. Sanseverino, ah, une ancienne Miss France. Oui, Sonia Roland, bien sûr. Oh, ah oui, Sonia Roland. Et un certain Monsieur Lézard. Monsieur Lézard. C'est pas un animal, c'est un homme. Il s'appelle Monsieur Lézard. Voilà. Donc pour 2017, qu'est-ce qu'il a eu comme résultat? 4ème position et 20%. Donc je répète, ça représente un peu plus de 7 millions de personnes qui soutiennent Mélenchon en 2017. C'est énorme, 7 millions. 7. C'est peut-être son record, 7. Bon, c'était en 2017.
Voilà. Après, il y a quoi? Bon, bien sûr, il n'a pas pu accéder au second tour, mais bon. En 2017, sa candidature est arrivée en tête dans 8 grandes villes métropolitaines. Marseille, Toulouse, Montpellier, Lille, Le Havre, Saint-Étienne, Nîmes, Grenoble, et même dans 7 départements français. L'Ariège, la Dordogne, la Guyane, la Réunion. Oui, bon, en fait, les dom-toms, en fait. Il y a juste 2 départements dans l'Hexagone, Ariège et Dordogne, et après, à le reste, à Réunion, Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon. Hein, ah si, ouais, banlieue parisienne. Banlieue parisienne, ouais. Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis. Il est également le premier candidat chez les 18-24 ans. Ah, la génération Z. Chez les chômeurs et chez les proches d'Europe Écologie Les Verts. Voilà. Ah oui, ils ont envie d'avoir un bon boulot. Voilà, c'est malgré le désistement du candidat du parti pour Benoît Hamon. Bah bon, ça c'est du passé, c'est en 2017, hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a dit après pour sa petite défaite? Alors, je n'ai reçu aucun mandat des 450 000 personnes qui ont décidé de présenter ma candidature pour m'exprimer à leur place par la suite. La 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 la. Ok, bon, ça c'est à voir sur Wikipédia. Et c'est quand même une campagne qui a coûté 10 millions d'euros. Voilà, 10 millions, même 10 millions et demi, largement dépassé les 10 millions et demi d'euros de dépenses pour la campagne. Voilà, la cinquième la plus coûteuse de l'élection après celle d'Emmanuel Macron, de Benoît Hamon, de François Fillon ou de Marine Le Pen. Par exemple, ben, rappelez-vous en 2017, les hologrammes. Hmm. Ah oui. Eh oui, tout ça, c'est dans les 10 millions et demi de cette campagne. Mais bon, après, qu'est-ce qu'on a eu? Les législatives, voilà. Législatives, après, bon, bien sûr, il y a les échecs, les discussions avec le PCF et les écologistes. Voilà, les écologistes, donc Marie-Georges Buffet, Clémentine Autain, André Chassaigne, euh, voilà, Marie-Georges Buffet, donc si je ne l'ai pas déjà dit, Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble, regrette ce qu'il perçoit comme une stratégie de forteresse. La 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 la. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on reste toujours dans les élections législatives. Donc, les candidats investis, donc là, ça correspond donc avec, ok, donc la moitié est formée par des femmes. Hein. Le directeur de la campagne est Ahmed Bompard, 30 ans, salarié d'une start-up de l'aéronautique, qui est candidat dans la 9e circonscription de la Haute-Garonne face à Christophe Borgel, numéro 2 du PS et responsable de l'organisation de la primaire citoyenne en janvier 2017. Certains candidats n'ont aucune étiquette, comme le journaliste et cinéaste François Ruffin. Certains viennent du Parti socialiste, où il y a... Ah ouais, il y a un truc intéressant, c'est parmi les candidats qui n'ont pas d'étiquette et qui ont été candidats aux élections législatives 2017, il y a la championne du monde de kickboxing, Sarah Swali. Voilà, pour les Bouches-du-Rhône, bien sûr. À mon avis, ça doit être bien sûr une Marseillaise. D'autres viennent d'Europe Écologie Les Verts, donc. Noël Mamère, ou Sophie Camard, suppléante de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, Marie-Georges Buffet, ex-ministre des Sports du gouvernement du Lionel Jospin, rappelez-vous, etc., etc., etc. Donc, et pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y avait, entre autres, voilà, il y avait aussi Gérald Dahan qui était candidat aux législatives pour la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. Voilà. Bon, voilà, et bien sûr,
Quant à Jean-Luc, bien sûr, il s'est présenté dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône où il a obtenu 39% des voix face au député PS sortant Patrick Minucci, chef de file socialiste aux élections municipales de 2014. Voilà, à vous de voir les résultats obtenus. Donc ensuite, il y a toute l'histoire de ce qui s'est passé entre 2017 et 2023. Blablabla, blablabla, l'affaire Benalla, blablabla. Voilà, des divisions internes, blablabla. Campagne et élection présidentielle de 2022. Donc on revient donc au fameux vote de 2022. Et donc l'annonce, il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 le 8 novembre 2020 sur le plateau du journal de 20h de TF1. Il met une condition à cette candidature. Il se présentera si au moins 150 000 personnes votent pour le soutenir sur une plateforme numérique appelée... Bon. Nous sommes pour. Cette investiture populaire se base sur une proposition de la commission Jospin pour les candidatures présidentielles suggérant de remplacer les actuelles 500 signatures d'élus par 150 000 parrainages citoyens. Il annonce avoir obtenu ces 150 000 signatures 4 jours plus tard. 14 mois après exactement le 8 janvier 2022, il annonce au grand jury RTL LCI que ce nombre a quasiment doublé, passant à plus de 270 000 signatures. Et puis voilà. Voilà, il affirme que cette 3e campagne présidentielle sera sa dernière en tant que candidat. Voilà, l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, vainqueur de la primaire populaire, mais n'ayant pas reçu assez de parrainage pour être candidate, déclaré publiquement lors du dernier jour de la campagne officielle qu'elle votera pour Jean-Luc Mélenchon, car il est le seul candidat de gauche en mesure de barrer la route à l'extrême droite dès le premier tour. Bouh, la bombe, Taubira. Résultat, raté. Oui, troisième des élections présidentielles avec 22% des voix. Voilà. C'est triste. C'est le meilleur résultat enregistré pour un troisième depuis l'élection de la présidence de la République au suffrage universel direct. Bon, voilà. Il y a quand même une petite progression. Il y a quand même 655 000 voix qui ont été rajoutées par rapport à 2017. Voilà. Après, il manquait encore 421 000 voix pour battre Marine. Ça s'est joué à rien. Pour le second tour, ça s'est joué à... dans 4 ans, ça va se jouer entre... On verra s'il passe... Allez, faut qu'il dépasse Marine dans 4 ans. Allez. Mais finalement... Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Voilà. Alors. Oula. Voilà. Des militants insoumises reprochent alors à Fabien Roussel, le candidat du PCF, qui était allié avec la France insoumise en 2017, de ne pas s'être désisté pour Jean-Luc Mélenchon. Si tous les électeurs communistes avaient reporté leur voix, la victoire était acquise. Acquise. En novembre 2020, Fabien Roussel avait expliqué le maintien de sa candidature à l'insoumise Adrien Quatennens, déclarant qu'il pensait impossible une victoire de la gauche. Il disait, allez, je continue, allez, tant pis. Mais mais qu'il pourrait changer d'avis si une opportunité se désinait. Une opportunité se dessine. Se dessine. Or, à la veille du premier tour, les sondages, ça donnait Mélenchon entre 17 et 18%. Alors que Marine, lui, Marine, c'était entre 22 et 25. Donc voilà, un écart qui était jugé trop important pour être comblé.
Non. Bon, malgré tout, voilà, il termine notamment en tête chez les 18-24 ans, avec ses 31%, chez les 25-34 ans, avec 31%. Bah, il réalise d'excellents scores dans les grandes villes. Il termine même en tête à Saint-Denis, à 61%, à Montreuil, à 53%, à Montpellier, à 41%, à Lille, 41, 40,5%, 40,5 plutôt, à Lille, Toulouse, 37%, Marseille, 31%. Là, il réalise quand même plus de 40% à La Réunion. Voilà. C'est dingue. Imaginez. Les dom-toms. Les dom-toms. La Réunion. Les Réunionnais. Ils aiment bien Jean-Luc. Voilà. Les Réunionnais aiment bien Jean-Luc. Voilà. Bon. Mais, il termine finalement en tête. Donc, en Ariège. Ah oui, dans l'Essonne. Dans la Seine-et-Marne. Dans la Seine-Saint-Denis. Dans le Val-de-Marne. Dans le Val d'Oise. Et attention, voici le triptyque des dom-toms. Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon, Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Il n'en finit plus, les dom-toms, ils gagnent les dom-toms. Mais ils ne gagnent pas dans l'Hexagone. Bon, à part Ariège, Essonne, Seine-et-Marne, Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d'Oise. C'est tout. Après, ils gagnent chez les jeunes, 24 ans, 25-34. Après, ils gagnent quand même un peu dans les grandes villes, tu vois. Saint-Denis, le Stade de France, Montreuil, banlieue parisienne, Montpellier, dans le sud, à Lille, une fois dans le nord, Toulouse, la Ville Rose, et puis bien sûr Marseille, bah oui, en tant que député des Bouches-du-Rhône. Voilà, mais bon, ok. Au niveau régional, il termine en tête dans la région Île-de-France. Voilà. Bah devant qui? Bah devant Manu. Ah oui. Mais de très peu. De très peu. 30-24 contre 30-19 pour Manu. Ah oui, 30-24 pour Jean-Luc. C'est. Mais finalement, le sort du premier tour, Jean-Luc Mélenchon appelle par 4 fois à ne donner, à ne pas donner, je dis bien, une seule voix à Marine Le Pen. Pas une seule voix. Pas un seul vote de la gauche ne va à Marine Le Pen. Le conseil de Jean-Luc. Bon, après, vous connaissez le résultat. Après, les législatives, voilà. Législatives, c'est quoi le résultat des législatives euh, Voilà. 131 députés élus contre 245 pour Manu. Voilà. Parmi ces 131 députés, 75 sont issus de LFI. Voilà, lorsque les résultats sont analysés sur les partis initiaux, LFI obtient de moins bons résultats que le parti de Marine Le Pen. Le Rassemblement national, bien sûr, avec ses 89 sièges. Bon, c'est quand même des résultats qui privent la majorité présidentielle de la majorité absolue qu'elle détenait alors. Voilà. Et ça, bien sûr, ça inaugure quand même des... Ouais. Une histoire, bon. Enfin bref. Voilà, et sur Wikipédia, vous pouvez constater que le programme de la Convention de Lille, avec un joli petit schéma, voilà, vous avez le petit schéma, le processus constitutif de la 6ème République que Jean-Luc imagine est assez simple. Le processus qui était prévu pour... donc ça a été fait avant l'élection de 2017. Donc imaginez que Jean-Luc Mélenchon est élu donc le président de la République de la 5ème République. Jean-Luc Mélenchon, il aurait pu, par exemple,
utiliser l'article 11 de l'actuelle Constitution pour soumettre par référendum à tous les électeurs la création d'un groupe de citoyens chargés de créer une nouvelle Constitution. Après, tu as les citoyens qui le souhaitent, donc pouvaient se présenter pour être élus dans le groupe chargé de créer la nouvelle constitution. Aucun parlementaire présent ou passé ne pourra se présenter. Tous les électeurs donc votent pour un candidat ou pour un citoyen, donc soit tiré au sort parmi tous les Français afin, c'est marqué en tout petit. Voilà, à mon avis, ça date de diversifier les nanana. Donc, ensuite, pendant 2 ans, le groupe discute de la nouvelle constitution. Il peut par exemple décider que les élus seront davantage contrôlés, que tous les citoyens pourront effectivement participer à la démocratie ou encore verrouiller les droits comme l'IVG. Aucun membre du groupe ne pourra participer aux fonctions publiques qu'il aura créé. Le groupe est souverain, le groupement ne peut pas décider à sa place. Tous les autres citoyens peuvent envoyer leurs propositions au groupe. Voilà, donc ensuite la nouvelle constitution est soumise par référendum à tous les électeurs. Et ensuite ça devient la 6ème République. Voilà la petite histoire qu'avait imaginé Jean-Luc pour la création de cette 6ème République. Donc après il y a la petite partie qui se passe au niveau européen, mais ça voilà. Voilà, donc vous avez donc tout le petit schéma avec les dates. Voilà, ça commence en mai 2010, en mai avec son élection. Ensuite, un mois plus tard, bam, l'été, l'automne, tac, décembre, tac. Voilà. Tout ça, c'est sur Wikipédia, le petit schéma, le petit processus constitutif de la 6ème République selon la France insoumise, document réalisé avant l'élection présidentielle de 2017. Voilà, c'était un petit bonus sympathique sur ce rêve, le rêve de Jean-Luc, donc de cette 6ème République et de sa création. Voilà, et qu'est-ce qui me restait à part ça? Donc j'en étais donc... alors je descends le texte jusqu'à ça. Voilà. Après donc ensuite bien sûr c'est devenu le programme L'avenir en commun que j'ai ici, enfin les 2 bouquins, les 2 versions. Voilà. Donc après, non, c'est un peu trop long à lire. Voilà, le financement. Alors, bon, finalement, je vais quand même vous parler de cette histoire du symbole de la France insoumise, donc le symbole phi, le symbole grec. Donc en fait, l'histoire commence lors d'une séance de réflexion réunissant début octobre 2016 Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, Bastien Lachaud, Sacha Chikirou et Alexis Corbière. Alexis Corbière suggère d'associer l'acronyme correspondant aux 2 dernières lettres de la France insoumise d'associer les 2 dernières initiales de la France insoumise, le F et le I, pour faire le phi, la lettre grecque, donc phi. Qui, quoique alors prononcé tel un... Voilà, c'est qu'en fait, parce que le phi, ça rappelle la naissance de la démocratie athénienne. Ça représente aussi l'harmonie, le nombre d'or, et ça entend évoquer l'espérance en une 6ème République. Voilà. Parce que ça forme une espèce de 6 légèrement retourné. Voilà. Ça représente aussi, voilà, un être montrant le point. Oui. Cherchez le... Bon. Le 16 octobre 2016, donc, le symbole donc, est adopté et annoncé dans un message de Jean-Luc Mélenchon diffusé sur les réseaux sociaux. Voilà la petite histoire de ce symbole, le phi. Ouais, donc vous le savez, donc j'ai dit donc les constituants. Voilà, après il y a plein de chiffres,
Après, il y a tout le positionnement, toutes les polémiques, les inspirations à l'étranger. Donc, la France insoumise a inspiré en Belgique à la création de la Wallonie insoumise. Et oui, ça existe, hein, une version belge de la France insoumise. La Wallonie insoumise, créée en 2016 à Liège. Voilà, c'est un mouvement qui n'est pas reconnu par la section Benelux de la France insoumise, selon un communiqué de presse. Voilà, qui précise que ce mouvement n'a pas su devenir une insoumission belge et un partenaire de la France insoumise. Voilà, cependant, celle-ci participe à certaines manifestations organisées par la France insoumise. Voilà. Ah tiens, une chose intéressante, c'est que la campagne de Jean-Luc Mélenchon inspire une série de bandes dessinées de Manon Eraez, Insoumission, dont les 2 albums sont sortis en 2018. Voilà, et la série télévisée Baron Noir représente un mouvement nommé Debout le Peuple, directement inspiré de la France Insoumise, avec bien sûr l'acteur François Morel qui joue Michel Vidal, l'alter ego, enfin l'équivalent de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Donc, est-ce que du coup, au niveau de la batterie, c'est bon? Alors, ok. Ok. Donc là, j'ai parlé, bien sûr, j'ai parlé donc de cette période entre 2017 et 2022. Mais avant ça, avant la France insoumise, il y avait bien sûr d'autres noms pour Jean-Luc Mélenchon de ce parti politique. Il y avait donc le parti de gauche, donc le parti politique fondé le 1er février 2009, lancé par les parlementaires Jean-Luc Mélenchon et Marc Dolez le 12 novembre 2008, après leur départ du Parti Socialiste à la suite du congrès de Reims. Voilà, voilà. Et le Front de gauche, donc, qui est donc une coalition de partis politiques françaises, mise en place par le Parti communiste français, le Parti de gauche et la gauche unitaire lors des élections européennes de 2009, souhaitant rassembler les forces de la gauche antilibérale, hostile, blablabla. Donc je verrai si j'ai envie de vous parler des époques précédentes, donc le parti de gauche et le front de gauche. Voilà, bon, ok, d'accord, j'utilise les logos, ces logos-là pour les miniatures, mais bon, c'était juste pour un peu diversifier les logos de la gauche. Voilà. Voilà en gros. Alors du coup, je remonte. Oui, je peux remonter, hop, directement au début, hop, avec le petit sommaire. Alors, où est-ce qu'il est hop là, le lien, le petit lien, avec la NUP. Voilà. La NUP, comme c'est peut-être un peu long, ouais, je vais le faire à part. On va le faire à part. Donc voilà, donc la NUP. Donc c'est quoi? C'est la France Insoumise. Non, ça c'est tout le côté historique. Non. Non, oui, c'est le bloc de la France Insoumise. Voilà, le bloc de la France Insoumise, donc France Insoumise, parti de gauche. Le parti ouvrier indépendant. La Picardie debout. Là, et ensuite pour les écologistes, bien sûr, tu as Europe Écologie Les Verts, Génération S et la Génération Écologie. Donc je vous ai parlé donc précédemment du Parti communiste, avec également les différentes versions des dom-tom. Donc voilà pour la Réunion. Ensuite, il doit avoir le mouvement de décolonisation. Nanana. Et ensuite, donc j'ai parlé donc donc pas de la France insoumise. Donc peut-être que je parlerai du parti de gauche si j'ai du temps ou pas. Voilà, si vous avez envie que je parle du parti de gauche, vous me le dites en commentaire. Mais là, je pense que j'ai parlé d'un bloc écologiste, j'ai parlé d'un bloc gauche démocrate et républicaine, et donc j'ai parlé donc aujourd'hui de ce fameux bloc mélenchoniste de la France insoumise. Donc je pense que je vais faire. Alors, je tourne cette vidéo le 20 avril. Pour ce 20 avril, j'ai déjà mis en ligne une vidéo.
Donc on va faire donc le 20, on est jeudi. On est jeudi, je vais peut-être faire une autre vidéo pour le week-end, pour le 22. Voilà. Qui sera peut-être pas trop politique, le 22. Je vais plutôt le mettre pour le 24. Et après, pendant le week-end, donc je vais faire donc la vidéo sur la NUPES. Sur la NUPES, que je la mettrai en ligne, évidemment, 4 jours plus tard, pour le 28 avril, pour la fin de la semaine prochaine, pour la fin de la semaine suivante. Donc, et après, on commencera au mois de mai à parler syndicaliste, avec, donc, en commençant évidemment par ce qui a été changé récemment, la CGT. Voilà. En commençant par la CGT, ensuite on parlera bien sûr du FO, de la force ouvrière, et ensuite, hop, on ira, donc, on parle de 3 lettres CGT, on parlera ensuite de 2 lettres avec le FO, ensuite on parlera 4 lettres avec la CFDT, CFTC, et après on verra. Voilà, au moins ces 3-4 parties pour commencer le mois de mai en beauté, avec bien sûr la petite intro question cinéma, voilà, pour le festival de Cannes. Voilà, avec bien sûr la question au début et la réponse à la fin, après la petite histoire syndicaliste. Évidemment, je serai peut-être même habillé en rouge. J'essaie de chercher sur internet si je peux trouver sur des ventes en ligne des espèces de les fameux gilets syndicalistes, mais bon, enfin, je suis pas syndicaliste, donc j'ose pas le mettre pour faire de la pub pour eux. Bon, on va rester donc classique, le rouge, le costume de la Casa de Papel, ça fera bien comme ça. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, un petit pouce vers le bas si vous n'avez pas trop aimé. Et bien sûr, abonnez-vous si vous voulez, bien sûr, avoir d'autres infos sur, par exemple, la NUP et les grands groupes syndicalistes. Voilà, vous pouvez bien sûr revenir bien sûr dans mes précédentes vidéos, évidemment, avec ma playlist politique, évidemment, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, bien sûr, pour être prévenu. Voilà, mais je donne à peu près les dates, je vais essayer de suivre les dates que je vous ai données pour les prochaines vidéos. Voilà, pour le 24, pour le 28, pour le 1er, ensuite j'en ferai un pour le 8 mai, j'en ferai un ensuite, j'essaie d'en faire un au moins toutes les semaines. Allez, je clôt cette vidéo, je garde ces 2 bouquins avec moi. Je vous rappelle les 2 bouquins que j'ai évidemment commandés, que j'ai trouvé d'occasion, les 2 programmes. Voilà, l'avenir en commun 2017-2022. Évidemment, j'ai mes petits marque-pages pour continuer à vous présenter ce que Jean-Luc Mélenchon aurait fait à la place de Macron en tant que président. Tous les programmes qui sont à peu près les mêmes de ces 2 candidatures. Vous verrez ça bientôt, pour le mois de mai. Allez, je vous laisse tranquille. Et donc du coup, maintenant, finissez bien le mois d'avril, malgré toutes ces manifs. Et on se retrouve donc dans 4 jours. Bye bye.